Bienvenue sur Astro-Roche, je suis Julien Sercourt, chargé de communication sur les astéroïdes. Ce podcast est effectué en compagnie du Dr Patrick Michel, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire Lagrange de l'Observatoire de la Côte d'Azur, Université Côte d'Azur. Patrick est également l'auteur du livre À la rencontre des astéroïdes, chez Odile Jacob. Ce podcast est dédié aux astéroïdes, à leur importance scientifique et aux moyens de se protéger du risque d'impact, autrement appelé la défense planétaire. Nous sommes toujours en compagnie du Dr Patrick Michel et nous allons parler cette fois-ci des survols d'astéroïdes. Vous avez participé à certaines missions, pouvez-vous nous faire nous dresser un topo sur ces missions? Oui, alors en fait, les premières d'ailleurs images obtenues d'astéroïdes ont été obtenues par des survols, en particulier la mission Galileo de la NASA, qui était en route pour Jupiter, en a profité pour faire un survol de 2 astéroïdes, l'un en 1991, un astéroïde qui s'appelle Gaspra, qu'elle a survolé à 1300 km de distance, et nous a fourni les premières images d'un astéroïde à comparer avec la lumière reçue de leur surface, qui était la seule donnée que nous avions jusqu'à ce moment-là, nous révélant un objet d'une douzaine de kilomètres de diamètre moyen, de forme très allongée, irrégulière, avec plein de cratères, nous montrant que les collisions se déroulent dans le système solaire à toutes les échelles. Et puis le survol de l'astéroïde Ida en 1993, qui nous a révélé d'ailleurs la présence d'un petit satellite d'astéroïde. Était-ce la première fois ? Oui, c'est la première fois qu'on découvrait, d'où l'intérêt quand même d'obtenir des images même lors d'un survol. C'est la première fois qu'on découvrait qu'un astéroïde pouvait être accompagné d'un autre astéroïde naturel qui est satellisé autour de lui. Donc l'astéroïde Ida fait à peu près une trentaine de kilomètres moyens. Il a été survolé à 2300 kilomètres de distance et dans les images, on a détecté un petit point qui fait à peu près 1,4 km et qui en fait n'est autre qu'un autre astéroïde qui tourne autour d'Ida, son corps primaire, comme on l'appelle. Et on a appelé ce petit astéroïde Dactyle du nom des habitants du monde Ida dans la mythologie grecque. Et donc, c'était donc la première fois, grâce à un survol, que nous découvrions que ces astéroïdes ont une certaine complexité, non seulement géologique, par eux-mêmes, mais en plus une diversité en termes de nombre d'objets qui peuvent tourner autour d'un autre. Et en l'occurrence, c'était le cas pour Dactyle et Ida. Quel est le maximum d'ailleurs de lunes ? Alors pour l'instant, on a détecté, alors là pas par des survols, mais des objets qui sont des quadruplés. Donc on a un astéroïde accompagné de 3 satellites. Je me demande même s'il n'y a pas un astéroïde qui en a 4. Donc on s'aperçoit qu'on a des systèmes doubles, des systèmes triples et des systèmes quadruples. Et ça c'est très intéressant parce que ça nous montre que ces objets sont actifs, c'est-à-dire qu'il faut bien créer ces petites lunes et elles évoluent. D'ailleurs peut-être que certaines vont se recombiner pour réduire le nombre de lunes. Et donc, tout ça, c'est très intéressant. Et ensuite, en 1997, donc le troisième survol dont je veux parler, je ne veux pas parler des 8 survols qui ont été effectués, c'est le survol de l'astéroïde Mathilde, qui est un astéroïde qui est donc dans la ceinture des astéroïdes entre Mars et Jupiter, comme d'ailleurs Gaspra et Ida. Et là, ça a été une surprise incroyable. Donc, c'était la sonde Near Shoemaker de la NASA qui avait été lancée en février 1996 pour effectuer un rendez-vous avec l'astéroïde Eros, le deuxième plus gros géocroiseur, avec un diamètre de 17 km moyen. Sur le parcours, comme elle devait atteindre Eros en 2000, elle en a profité pour faire le survol d'un astéroïde qui s'appelle Mathilde, qui fait une 50aine de kilomètres de diamètre, qui est très sombre. Elle l'a survolé à 1200 km de distance. Elle en a pris 500 images. Et là, s'est révélé à nous un corps très étrange, puisque pour la première fois, on voyait un corps de 50 km de diamètre de type carboné, qui en plus avait sur sa surface 5 cratères plus grands que 20 km, autrement dit, plus grands que la moitié du diamètre de l'objet. C'est absolument extraordinaire, voilà, ça c'est extraordinaire, parce que d'après notre compréhension de la physique des collisions à l'époque, on pensait que pour l'énergie nécessaire pour créer un cratère aussi grand, aurait en fait dû détruire l'objet. Et là, non. Donc, il semble que ces objets soient plus résistants aux impacts qu'on le pensait. On se demandait pourquoi. Et alors même qu'il s'agit de carbone. Voilà. Alors, en tout cas, de matière carbonée d'après les observations et la noirceur de l'objet, puisqu'il était très, très noir. Et en plus, ces 5 cratères semblent très fidèles à la forme de cratère dû à un impact. Ce que je veux dire par là, c'est que si je crée un cratère sur un objet,
quand je crée un deuxième cratère à proximité, je vais probablement modifier la forme du premier cratère parce que l'onde de choc qui va traverser l'objet va nécessairement le déformer un peu. Alors que là, ces 5 cratères ont une forme absolument nette et fidèle à la forme initiale d'un cratère telle qu'on la comprend. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'onde de choc produite lors de l'impact dans la roche de Mathilde, eh bien, se dissipe à très faible distance du point d'impact pour ne pas altérer l'environnement. Donc on a 2 paradoxes. D'abord, des cratères plus grands que ceux qu'on devrait pouvoir faire sur un objet pour qu'il en résiste. Et la deuxième chose, c'est des cratères qui, l'un à côté de l'autre, ne semblent pas altérés alors qu'ils n'ont pas été produits en même temps. Et grâce à ces images, 500 images en tout, c'est qu'un survol. D'abord, on a pu aussi estimer la densité de cet astéroïde parce que la sonde est passée suffisamment près pour mesurer la perturbation induite par la masse de l'astéroïde sur la trajectoire de la sonde et vérifier qu'en fait cette densité est très faible. Donc elle est à peine de 1,3 g par centimètre cube à comparer à celle de l'eau qui est de 1 g par centimètre cube. Donc elle est à peine plus dense que de l'eau. On le met dans l'eau presque qu'il flotte. Donc ça veut dire qu'il a une grande porosité interne, des grandes zones de vide pour réduire la densité par rapport à la densité d'une roche qui est plutôt au-delà de 2 g par centimètre cube. Et du coup, eh bien, on s'est intéressé à savoir est-ce que c'est pas ça qui fait que les objets sont plus résistants aux impacts ? Est-ce que la porosité permet d'absorber le choc dû à un impact de façon plus efficace ? Alors, pour la petite anecdote, j'ai reçu ces images 1 an avant d'aller dans un atelier de travail consacré aux collisions dans le système solaire qui se déroulait dans l'État de l'Oregon aux États-Unis, dans un hôtel situé sur le mont Hood, dans lequel avait été filmé le film Shining avec Jack Nicholson, qui est un film un peu effrayant. Et j'y allais avec ces images d'un corps très noir rempli de cratères dans l'hôtel dans lequel était filmé Shining. Enfin, il y avait tout pour avoir une petite angoisse. Et effectivement, tout le sujet de cet atelier a été consacré à comprendre comment est-ce qu'on peut expliquer la présence de ces gros cratères. Et effectivement, ça nous a conduit à revoir nos modélisations d'impact, nos simulations numériques. Et d'ailleurs, j'ai pris très vite après ça un étudiant en thèse, Martin Jutzi de l'Université de Berne, en co-direction avec Willy Benz, un grand professeur de l'Université de Berne qui a été l'un des premiers à créer des programmes informatiques permettant de calculer la fragmentation d'astéroïdes dus aux impacts. Et Martin a introduit un modèle de porosité dans la physique des impacts sur les astéroïdes et a montré qu'effectivement, quand on introduit la porosité dans une roche, eh bien, une partie de l'énergie est absorbée de l'impact, est absorbée par l'écrasement des pores qui constituent la porosité de cette roche. Et donc, du coup, il y a moins d'énergie pour casser. Et donc, ils absorbent mieux. Un petit peu comme quand on s'enfonce dans une éponge. Ouais. Au lieu de la casser, on fait de la compaction, on la compacte comme dans de la pâte à modeler plutôt. Et c'est comme ça qu'on explique les observations de la sonde NIR lors du survol de Mathilde. Donc tout ça pour dire que avec des survols, malgré tout, même si on a des connaissances plus limitées qu'avec un rendez-vous, eh bien à chaque fois jusqu'à maintenant, ça nous a permis de se questionner sur ce que l'on voyait et d'avancer dans une compréhension que nous n'avions pas jusqu'alors sur la formation des astéroïdes doubles, sur la résistance de ces corps aux impacts en fonction de leur porosité. Et pour parler d'autres survols qui nous ont surpris, on a eu aussi la sonde Rosetta de l'Agence spatiale européenne qui, pendant son parcours pour aller voir la comète 67P, ou dite Chury. Qu'elle a atteint dans les années 2010, en 2014, eh bien, elle a fait 2 survols. Un survol de l'astéroïde Stein en 2008, qui a été la première fois qu'on survolait un objet qui a une forme de diamant. Il a vraiment la forme ou d'une toupie, mais c'est plutôt un diamant. Et est-ce du carbone également ? Alors ça, on ne sait pas. Plutôt non, parce qu'il est d'après le type spectral que l'on a défini d'après les observations terrestres, il serait plutôt de composition comme les météorites, ce qu'on appelle enstatites, qui sont d'ailleurs les météorites qui ont la composition isotopique la plus proche de celle de la Terre. Donc, c'est pas du matériau carboné qui pourrait nous renseigner sur le rôle de la matière organique contenue dans les astéroïdes en lien avec l'origine de la vie sur Terre. D'ailleurs, c'était la première fois qu'on avait des images d'un objet de type E comme enstatite. Mais surtout, ce qui nous a surpris, c'est cette forme de diamant. Et en plus, quelque chose qui ressemble à une chaîne de cratères qui va d'un pôle à l'autre. On n'est pas sûr que ce soit des cratères. Est-ce que c'est plutôt une faille ? Malheureusement, avec un survol, il a été assez rapide.
on en reste là. Mais voilà, c'était la première fois qu'on avait une telle forme, qu'on a ensuite retrouvée d'ailleurs dans les corps centraux des petits astéroïdes doubles qui ont cette forme de toupie dont on reparlera lorsqu'on parlera des astéroïdes binaires et d'autres missions spatiales. Donc ça, c'était Stein. Et en 2010, la sonde Rosetta a fait le survol d'un autre astéroïde, cette fois-ci Lutetia, 100 km de diamètre. Donc là, c'était le plus gros astéroïde dont on faisait une image. Voilà, 100 km, ça commence à ressembler à des corps qui sont primordiaux, c'est-à-dire que si on pense que tous les objets plus petits que quelques dizaines de kilomètres de diamètre sont plutôt des fragments de corps plus gros qui ont été détruits entre Mars et Jupiter, parce que la durée de vie des corps dépend de leur taille, et en dessous de ces tailles-là, on n'a pas une durée de vie qui correspond à l'âge du système solaire, donc nécessairement, on est né de la destruction d'un autre corps, et ça peut produire des structures bizarres, des structures internes de type agglomérat de roches liées entre elles, comme nos simulations l'ont montré, on pourra y revenir. Eh bien, un objet de 100 km de diamètre, on estime qu'il est primordial, c'est-à-dire que même s'il a subi des impacts qui ont peut-être modifié sa forme, etc. En tous les cas, il n'est pas né de la destruction d'un plus gros corps. Donc là, c'est la première fois qu'on avait des images d'un corps qui pourrait être un survivant des premières époques du système solaire. Le quatrième âge. Voilà, le quatrième âge. En l'occurrence, c'est 4 milliards et demi d'années que le système solaire est né. Et d'après certaines modélisations, les astéroïdes seraient nés assez tôt à des tailles de 100 km. Donc Lutetia fait 100 km, ça pourrait être l'un d'entre eux. Et grâce au survol de la mission Rosetta, qui est passé suffisamment près pour encore une fois ressentir l'attraction de l'astéroïde, permettant d'en déduire sa masse. Excellent. Et donc, avec le modèle de forme, bien sûr, dans un survol, on n'a pas un modèle de forme à 3 dimensions, mais extrapolé pour en faire un modèle de forme à 3 dimensions, on a pu en déduire une densité. Et là, pour le coup, la densité de Lutetia, à l'inverse de celle de Mathilde, qui était très faible, eh bien, c'est la plus élevée qu'on ait mesurée. Il fait 3,4 grammes par centimètre cube. Donc là, ça commence à ressembler à de la roche monolithique. Et même, il y avait une idée, parce qu'il était, d'après les observations depuis la Terre, de type spectral M pour métallique. Il y avait une idée qu'il soit métallique. Bon, 3,4 grammes, c'est trop pour être un agglomérat avec du vide. Là, on ne pense pas qu'il y ait du vide. Mais c'est trop petit pour être purement métallique. Et en l'occurrence, les données de surface sont ambiguës. Elles montrent plutôt une composition qui ressemble à certaines météorites carbonées. Donc, on a quand même une ambiguïté sur cet objet. C'est pas tout à fait 2001, l'Odyssée de l'espace, mais on s'en rapproche. Oui, c'est un monolithe. Mais c'est un monolithe qui est un peu bizarre, parce qu'en même temps, un peu trop dense pour être du carbone. En même temps, les données de surface, pas assez denses pour être purement métalliques. Les données de surface nous montrent une composition qui ressemble à certaines météorites carbonées. Donc, il y a un gros débat encore qui existe sur Lutetia. Et c'est là qu'on voit quand même les limites des survols. C'est-à-dire que d'abord, ça nous apprend que, voilà, on a encore des questions par rapport à un objet pour lequel on pensait peut-être qu'il était métallique, point barre. Et en même temps, on ne peut pas répondre à ces questions parce qu'on est resté pas assez longtemps. Mais donc, c'est bien, parce que ça nous montre que, voilà, on a encore des mystères à résoudre sur certains objets. Ensuite, je parlerai de deux derniers survols. L'un est par la mission Chang'e 2 de l'Agence spatiale chinoise, qui était une mission pour aller voir la Lune et qui a fait le survol d'un objet qui s'appelle Toutatis, qui a été découvert d'ailleurs sur le plateau de Calerne de l'Observatoire de la Côte d'Azur. Et c'est un objet qui passe très près de la Terre et dont les observations radar depuis la Terre nous ont montré que c'était ce qu'on appelle un binaire en contact, c'est-à-dire constitué de deux roches de quelques kilomètres de diamètre collées l'une à l'autre par la simple attraction. Et voilà. Encore là, c'est un mystère. Alors là, voilà, on s'interroge comment les binaires en contact se forment. On a quelques modèles qui nous l'expliquent, mais surtout, on n'avait que ces observations radar, et c'était de bon augure de pouvoir avoir des vraies images pour les comparer aux observations radar, qui malgré tout, même si elles sont un peu plus fiables en termes de modèles de forme que les observations et les télescopes optiques, restent quand même des modèles. Et là, le survol de la sonde Chang'e 2 de Toutatis, eh bien, nous a montré, en 2012, nous a montré qu'effectivement, la forme radar était fidèle à la vraie forme de l'objet. On a un vrai binaire en contact et ça nous montre encore une fois la complexité de ces objets. Et puis, le dernier dont je parlerai, c'est le survol par la sonde Lucie de l'astéroïde Dinkinesh. Alors ça a été un choix fait, je suis même pas sûr que c'était dans les plans de la mission initialement, mais l'idée c'était, alors que les objectifs de cette mission sont d'aller survoler des astéroïdes troyens qui partagent
la même distance que Jupiter au Soleil, eh bien, c'était de profiter d'aller vers Jupiter pour faire des survols d'astéroïdes dans la ceinture principale. Car pour aller sur Jupiter, ou à côté en tout cas, il faut traverser la ceinture principale d'astéroïdes. Voilà, sauf que quand on traverse la ceinture, on n'est pas dans la guerre des étoiles avec le Faucon Millennium de Han Solo qui est obligé de tirer sur des astéroïdes pour pouvoir passer la ceinture. En réalité, même si la ceinture est très grande, ces objets sont quand même petits dans un espace très grand et la probabilité d'en rencontrer un au hasard, elle est très très faible. Du coup, en fait, on joue avec toutes les lois de la mécanique céleste pour trouver des trajectoires qui permettent, tandis qu'on va vers Jupiter, de s'arranger pour croiser un astéroïde. Et là, un astéroïde a été choisi, d'ailleurs par un postdoctorant de l'Observatoire de la Côte d'Azur, Raphaël Marchal, qui fait partie de la mission Lucie. Donc cette cible a été proposée par lui, mais c'était pas une cible à caractère scientifique. L'idée, c'était de tester les outils de navigation de la sonde et les caméras en profitant d'un survol d'un astéroïde pour s'assurer que tout va bien, puisque l'idée, c'est de faire des survols de plein d'astéroïdes. Donc le premier sert comme test, puisque c'est pas un astéroïde troyen. Et en l'occurrence, plutôt qu'un test, ça a été la source d'une excitation totale de la communauté quand on a reçu les images. Effectivement, je m'en souviens, c'était un petit peu avoir la cerise avant le gâteau. Ah oui, là c'était vraiment ça, parce que c'était effectivement pas le gâteau, qui sont les astéroïdes troyens, mais la cerise, j'allais dire, était presque aussi bonne que le gâteau lui-même, parce qu'on a découvert un corps dont on ne savait pas qu'il était double, donc un corps de 800 mètres de diamètre, autour du corps duquel tourne un satellite qui fait à peu près 200 mètres de diamètre. D'ailleurs, ce corps de 800 mètres a la forme d'une toupie, un peu comme l'astéroïde Stein, mais pour des raisons qui nous semblent pour nous être dues à la formation même de ces astéroïdes doubles, on pourra y revenir. Mais surtout, la grande surprise, donc déjà, première surprise, c'est un astéroïde double, ça, c'était pas déjà donné. Et la deuxième surprise, c'est que le petit satellite de 200 mètres de diamètre, lui-même est double. Oula! Il est fait de 2 roches qui sont liées l'une entre elles à un binaire en contact comme Toutatis. Alors là, ça devient super intéressant. Comment on arrive à produire ça? On a poussé les modélisations pour voir comment faire. C'est pas évident, mais voilà, ce survol à nouveau qui était, alors pour le coup, pas un survol pour fournir des nouvelles images d'un astéroïde et apprendre scientifiquement, nous a encore permis de découvrir des tas de choses. Donc, tous ces survols-là ont été vraiment magnifiques, puisque vous voyez que, et je pourrais vous raconter les autres, à chaque fois les surprises, mais ceux-là sont vraiment ceux pour moi qui ont vraiment le plus compté, montre que à chaque fois qu'on a l'opportunité de faire des survols, ça vaut la peine, que ce soit parce qu'on va vers une autre destination très différente, comme aller vers Jupiter ou Saturne, ou que ce soit pour en faire des missions dédiées à des survols. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai qu'on a 2 missions au moins dont le but est de faire des survols. La mission Lucie, qui va survoler plusieurs astéroïdes troyens, et la mission Émirats Arabes Unis, Emirate Mission to the Asteroid Belt, qui va faire 7 survols d'astéroïdes pour au final quand même faire un rendez-vous avec le dernier, mais quand même 7 survols à objectif scientifique, parce qu'ils ont compris que même avec des survols, on peut faire des tas de choses. Effectivement, vous nous montrez que nous allons de surprise en surprise, de survol en survol. C'est absolument extraordinaire. Je vous remercie et en tout cas, nous vous retrouverons rapidement dans un prochain épisode. À bientôt. Merci.